Bonjour à tous, c'est dans ce nouveau décor que j'avais envie de faire une nouvelle petite série qui s'appelle Raconte-moi sa vie, dans laquelle on va parler de personnalités historiques ou artistiques que j'aime bien, que je trouve intéressantes. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Amedeo Modigliani. Alors Modigliani est un artiste peintre et sculpteur qui est surtout actif au XXe siècle. Et si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Amedeo Modigliani, né le 12 juillet 1884 à Livourne, en Italie. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Il est issu d'une famille de commerçants et son père Flavinio partait très souvent en voyage, ce qui fait qu'il n'aura pas beaucoup de contact avec son fils, contrairement à sa mère Eugénie Garcin, qui est originaire d'une famille juive espagnole mais vit à Marseille, qui sera la première à l'écouter et à comprendre ses prédispositions artistiques. Elle écrit d'ailleurs un journal dans lequel elle parle très souvent de lui avec tendresse en lui donnant un petit surnom Dedo, mais elle nous apprend surtout qu'à l'âge de 11 ans, Amedeo est atteint d'une grave pleurésie qui est une inflammation de la membrane qui entoure les poumons, et ça va être malheureusement que le début de ses graves problèmes de santé. Quelques années plus tard, l'enfant qui est alors âgé de 14 ans est frappé d'une ardente fièvre typhoïde. Et en fait, on raconte que la vocation artistique de Modigliani s'est subitement déclarée en août 1898, justement lors de cette sérieuse fièvre typhoïde avec complications pulmonaires. L'adolescent n'ayant jamais touché un crayon aurait alors rêvé d'art et de chefs-d'œuvre inconnus, de délires un petit peu fébriles libérant ses aspirations inconscientes. Alors on pense qu'il les a plutôt réaffirmés car il avait déjà manifesté son goût pour la peinture. Il va alors s'intéresser à l'atelier du peintre Guglielmo Micelli aux Beaux-Arts de Livourne, qui était lui-même un élève de Giovanni Fattori, qui était un des représentants du mouvement pictural des Macchiaioli, qui s'est développé à Florence. Il regroupe des artistes comme Renato Natali, Gino Romiti et aussi le peintre Oscar Ghia, qui deviendra son meilleur ami malgré leur grand écart d'âge. C'est donc là-bas qu'il va découvrir les grands courants artistiques avec une petite prédilection pour l'art toscan et la peinture gothique italienne, ou celle de la Renaissance, ainsi que le pré-raphaélisme. Il va aussi s'intéresser aux classiques italiens et européens comme Dante, Nietzsche, D'Annunzio ou Baudelaire, dont il va s'imprégner des vers et des citations qui lui vaudront une réputation de grande érudition à Paris. Alors malheureusement, les ennuis de santé continuent et en 1900, Modigliani est atteint d'une grave pleurésie tuberculeuse et sa mère Eugénia l'emmène à Capri, Rome, Florence pour sa convalescence. Du coup, Modigliani va passer son temps à visiter des musées, à visiter les ruines de Pompéi par exemple. Il va aussi découvrir à Naples les sculptures de l'artiste siennois Tino di Cameno. Et là, il va écrire quelques lettres à son ami qui constitue à l'heure actuelle des rares témoignages qu'il nous reste de lui. Il va notamment lui écrire cette phrase: « Je suis en proie à l'éclosion et à la dissolution d'énergie très forte. Je voudrais par contre que ma vie soit un fleuve riche d'abondance qui courait avec joie sur terre. Je suis riche et fécond de germes désormais et j'ai besoin d'une œuvre. J'ai l'orgasme, mais l'orgasme qui précède la joie, auquel succédera l'activité vertigineuse, ininterrompue de l'intelligence. » Alors on voit bien ici que Modigliani déborde de vitalité et il dit son besoin d'innover en art, sa quête d'un idéal esthétique par lequel accomplir son destin d'artiste. Modigliani va, en 1902, abandonner sa ville natale qu'il juge un petit peu trop provinciale pour satisfaire sa curiosité artistique, et du coup il va retourner à Florence et s'inscrire à l'Académie du Nu. Alors il faut savoir que lorsque Modigliani ne peint pas, il visite des églises, le Palazzo Vecchio, les galeries des Offices, des Palais Pitti ou Bargello. Il admire les maîtres de la Renaissance mais aussi des écoles flamandes, espagnoles et françaises. Alors en 1903, Modigliani va s'installer à Venise et notamment intégrer l'école du Nu de l'Académie des Beaux-Arts, mais il sera vraiment pas très assidu, Il cherche moins à produire qu'à enrichir ses connaissances au musée, dans les églises, il dessine au café et il va s'adonner aussi au plaisir décadent de la communauté des artistes, le sexe, l'alcool et la drogue. Alors en 1903, Modigliani va encore se déplacer, il va cette fois-ci aller vivre à Paris, à Montparnasse et à Montmartre notamment, là où son nom est encore ancré à l'heure actuelle parmi d'autres artistes d'avant-garde parmi lesquels il essaie de se frayer un chemin. Alors malgré le soutien de sa famille, Modigliani vit dans une pauvreté qui
mélangé à l'alcool et à la drogue, va vraiment altérer son état de santé. Loin de la stabilité matérielle et morale à laquelle il aspirait peut-être, Modigliani devient, selon son ami Adolphe Basler, le dernier bohémien authentique. Et là, il va de nouveau montrer une soif incessante de visiter les musées, il va arpenter les couloirs du Louvre et des bouquinistes, des antiquaires pour s'imprégner de l'art français. Avec quelques économies qu'il a de côté et le legs de son oncle qui est décédé l'année précédente, Modigliani va ouvrir un petit atelier rue Caulaincourt, qui est d'ailleurs la rue où habita Toulouse-Lautrec, et pas très loin du bateau lavoir de Picasso, qui était un lieu de rencontre des artistes les plus connus de ce siècle. Alors à ce moment-là, ses œuvres connaissent déjà un certain succès et va même susciter de la jalousie, comme celle de Maurice Drouhard par exemple. Alors par contre, il ne semble pas beaucoup travailler dans cet atelier-là, dans la mesure où il est encore enivré par l'atmosphère parisienne, par les femmes notamment. Il va aller d'atelier en atelier, entre rive gauche, rive droite, des fois pour loyer non payé. Il va tirer sur sa charrette sa malle, ses valises, ses livres, ses œuvres, des fois aussi qui détruit à tour de bras. Et c'est ainsi que débute l'errance de Modigliani en quête de logement, sinon de nourriture. Et là, certains y ont vu la cause, d'autres la conséquence de ses addictions pour l'alcool et pour la drogue, qui l'aideraient, comme beaucoup d'artistes, à atteindre la plénitude introspective propice à la création artistique. Il faut savoir aussi que la réputation de Modi, comme il était souvent surnommé, tient aussi au mythe du bel italien. Voilà, il avait une allure propre, toujours rasé de frais, il plaisait beaucoup aux femmes. Voilà, il charmait avec une attitude franche qui l'aidait à obtenir des modèles et des commandes qui étaient à ce moment-là son principal moyen de rémunération. Il va aussi se lier d'amitié avec le médecin Paul Alexandre, qui est aussi un grand amateur d'art, et surtout grâce à qui il va rencontrer le sculpteur Brancusi. Du coup, Modigliani va commencer à sculpter comme Brancusi l'a fait avant lui, en travaillant directement sur la pierre. Et il va s'entraîner au dessin, non pas pour le dessin en lui-même, mais comme exercice préalable au travail du ciseau. Il va trouver son style à partir de ce qu'il admire, que ce soit des statuaires antiques de la Renaissance, de l'art africain, oriental et contemporain, et du coup, il va donner naissance à des œuvres telles que celle-ci. Il va pourtant arrêter la sculpture qu'il aimait tant en 1914 à cause de la poussière qui altérait vraiment son état de santé en lui provoquant des sévères toux. Il manquait de place aussi dans son atelier et les matériaux coûtaient un petit peu cher. Comme il abandonne la sculpture, il va se remettre à la peinture et affirmera dans une lettre qu'il se met à peindre pour de bon. Il va alors s'y remettre intensivement et va produire 350 tableaux qui commencent bien à se vendre, même si la Première Guerre mondiale retarde un petit peu sa reconnaissance artistique. La peinture de Modigliani peut démontrer certaines influences à noter du côté de Gauguin avec ses formes pures et simplifiées. Il s'inspire aussi de Toulouse-Lautrec pour ses traits assez expressionnistes, il va s'inspirer aussi de Cézanne, duquel il va reprendre les principes. Cependant, sa personnalité est assez formée pour qu'il n'adhère pas à tout et n'importe quelle révolution artistique à Paris. Il va d'ailleurs reprocher au cubisme son formalisme désincarné et refuse de signer le manifeste du futurisme en 1910. Et à côté de ces influences-là, Modigliani souhaite allier la tradition et l'innovation. Il va tester de nouveaux procédés pour rompre avec son héritage classique et italien, mais sans pour autant le renier et établir une sorte de synthèse, mêlant dépouillement, un tracé qui se clarifie et des couleurs qui se renforcent. On a gardé de lui des cariatides, des nus resplendissants et des portraits qui font un petit peu sa renommée aujourd'hui. Alors, si vous connaissez un petit peu les portraits de femmes que Modigliani a fait, avec un visage très allongé, et ben ça témoigne toujours son goût pour l'art primitif qui l'inspirait déjà en sculpture finalement. Au fil des années, Modigliani a côtoyé et peint dans une sorte de chronique tous les artistes de la bohème parisienne, comme Jean Cocteau, Georges Braque, Fernand Léger et beaucoup d'autres. Alors concernant ces multiples conquêtes amoureuses, aucune d'entre elles ne semble avoir vraiment compté ni duré pendant cette période. Voilà, ce sont surtout des modèles ou des femmes qui croisent dans la rue qui persuadent de peindre, parfois même sans arrière-pensée. Lorsque la guerre commence en 1914, Modigliani est réformé et reste à Paris. C'est alors sa période la plus intensive qui commence, si intense qu'elle va le brûler en quelques années. Et là, Modigliani va faire une rencontre très importante qui est celle de Beatrice Hastings, qui est une poétesse et journaliste britannique, qui sera pendant 2 ans sa compagne et son modèle. Et Beatrice est la première femme à jouer un rôle important dans la vie sentimentale de Modigliani. Alors par contre, il faut savoir que leur relation était vraiment très passionnelle, très tourmentée. Cette incroyable histoire d'amour, bien qu'elle soit belle, elle était aussi dévastatrice. Elle se termine au beau milieu d'une fête entre amis, devant les invités un petit peu gênés et impuissants.
Ils se sont mis à s'insulter, à se frapper violemment. Et du coup, Béatrice s'enfuit de Paris et ne reverra plus jamais Modigliani, c'est ainsi que ça se termine. Et les rencontres amicales de Modigliani ne s'arrêtent pas là, il va se faire encore beaucoup d'amis, comme en 1915-1916 où il rencontre le marchand Paul Guillaume et le poète polonais Leopold Zborowski. Alors ce dernier le soutiendra aussi bien économiquement que affectivement et lui fera rencontrer Lunia Tchaïkovska, qui deviendra sa meilleure amie et qu'il peindra au total 14 fois. Alors l'année 1917 est l'année de ses plus beaux nus et de ses plus beaux portraits parce qu'il faut savoir que son impossibilité à sculpter va stimuler finalement sa créativité picturale et c'est l'ère de ses plus grands chefs-d'œuvre. Mais c'est aussi l'année où Amedeo rencontre l'amour de sa vie, Jeanne Hébuterne. Alors c'est une jeune fille de 19 ans, elle a 14 ans de moins que Modigliani. Ses cheveux sont châtains, elle a une frange, une peau claire, des yeux bleus qui lui vaudront le surnom de noix de coco. Alors elle symbolise un petit peu pour Modigliani, avec ses allures de madone italienne, la grâce lumineuse et la beauté pure. Du coup voilà, c'est un véritable coup de foudre et il faut savoir aussi que c'est une élève de l'Académie Colarossi. Quelques mois plus tard, elle quitte le domicile familial pour aller s'installer avec Modigliani, mais contrairement à la relation précédente qu'il a eue avec Beatrice Hastings, leur amour est plein de tendresse et Jeanne supporte tout de son amant qui est physiquement usé, qui est parfois violent aussi, il a un caractère très dur, il est mentalement dégradé, il est très imprévisible, mais malgré ça Modigliani la chérit plus que tout et a réalisé au total plus de 25 portraits d'elle qui sont peints comme des lettres d'amour finalement et qui comptent parmi les plus beaux de toute son œuvre. Et Jeanne en fait est presque le seul soutien de Modigliani qui est rongé par la maladie toujours, l'alcool, les soucis d'argent et on a peut-être même soupçonné que Modigliani souffrait de troubles schizophrènes. Et puis en mars 1918, Jeanne est enceinte et Paris est sous les bombardements de la Première Guerre mondiale. L'état de santé de Modigliani s'aggrave encore à tel point que ses amis, notamment le couple Zborowski, pense qu'il est bon pour lui de l'envoyer pendant 1 an sur la Côte d'Azur entre Cagnes et Nice et c'est là que naîtra leur petite fille qui sera baptisée Jeanne comme sa mère. On peut voir au niveau de son œuvre que Nice a éclairci la palette de Modigliani mais ça n'a pas vraiment amélioré sa santé en fait. Puis l'année suivante, lorsque Modigliani rentre à Paris, Jeanne est de nouveau enceinte et le rejoint au mois de juin parce qu'elle était restée dans le sud et Modigliani travaille encore plus, il enchaîne les portraits mais l'année 1919 est vraiment l'année de son déclin malheureusement. Sa méningite tuberculeuse s'est beaucoup trop aggravée et bien sûr son problème d'alcool n'a pas arrangé les choses. Alors le 22 janvier 1920, alors que Modigliani était alité depuis 4 jours, ses amis le retrouvent ivre-mort par terre sur le sol de son appartement. Il va donc être hospitalisé d'urgence à l'hôpital de la Charité et il meurt le surlendemain, le 24 janvier 1920. À l'hôpital à 20h45, endormie par une piqûre. Sa femme Jeanne va être vraiment anéantie, elle va rentrer chez ses parents, elle est très bien entourée. Son frère veille sur elle la nuit, mais à l'aube, elle va profiter d'un instant d'inattention de son frère pour se jeter de la fenêtre du 5e étage de l'appartement. Sa fin est assez tragique parce que son corps va être découvert par un ouvrier qui va la charger sur une charrette et le présenter à ses parents. Alors les deux amants ne sont pas enterrés ensemble dans un premier temps, mais l'année suivante, ils se rejoindront au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, c'était l'histoire de la vie de Amedeo Modigliani, qui est un peintre et sculpteur que je trouve très intéressant et dont j'aime vraiment beaucoup l'œuvre. J'espère que ça vous aura plu, malgré une fin un petit peu tragique et assez triste. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.